Bienvenue à nouveau. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir nul autre que l'ambassadeur Jack Matlock, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union soviétique, qui, avec le président Reagan, a contribué à négocier la fin de la guerre froide en 1989. Comme toujours, c'est un grand honneur de m'entretenir avec vous. Eh bien, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Vous êtes donc également l'auteur de Autopsie d'un empire, l'un des récits les plus détaillés de l'intérieur sur l'effondrement de l'Union soviétique. Mais au-delà de cet effondrement, je voulais aussi vous demander si vous observez des évolutions préoccupantes, que ce soit aux États-Unis ou en Occident, en termes de contradictions internes croissantes. Avec le recul, selon vous, quel a été le facteur interne le plus important qui a détruit l'Union soviétique? L'Union soviétique s'est effondrée en raison de pressions internes, en particulier du nationalisme local. C'est ce que j'ai décrit dans Autopsie d'un empire. J'ai traversé les années où j'étais ambassadeur auprès de l'Union soviétique, sous les présidences de Ronald Reagan et de George Bush père. J'ai également eu de nombreuses conversations répétées avec le président Gorbatchev et le ministre des Affaires étrangères, Shevardnadze. Et j'ai pu observer de l'intérieur nos propres relations avec l'Union soviétique, tout en essayant de comprendre ce qui s'y passait. J'avais un personnel exceptionnel à l'ambassade. Non seulement nous parlions et comprenions tout le russe, mais certains membres de notre équipe connaissaient aussi quelques-unes des langues minoritaires. Alors que Gorbatchev ouvrait le pays et que nos contacts s'élargissaient, nous avons pu maintenir des liens directs dans de nombreuses républiques, et je me suis moi-même rendu dans chacune d'elles. J'étais déjà allé dans les 3 républiques baltes lors de mes 3 affectations précédentes en Union soviétique. Lorsque j'étais ambassadeur, je ne les ai pas visitées en raison de notre politique de non-reconnaissance. Nous ne reconnaissions pas qu'elles faisaient légalement partie de l'Union soviétique. Mais j'ai visité les 12 autres républiques. Nous suivions également les évolutions par l'intermédiaire de nos représentants au consulat général de ce qui était alors Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Ils couvraient en quelque sorte les États baltes pour nous, et l'un de nos consuls, par exemple, parlait le letton. Je pense donc qu'à mesure que le pays s'ouvrait au monde extérieur, nous avons réellement pu comprendre ce qui se passait dans ces différentes républiques. Je dirais également que ce n'était pas la politique des États-Unis de tenter de désintégrer l'Union soviétique. Nous n'avions jamais reconnu que l'incorporation de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie était légale, et nous avons donc toujours soutenu leur recouvrement de l'indépendance. J'ajouterais d'ailleurs qu'elles ont obtenu leur indépendance légalement avant la dissolution de l'Union soviétique, car dans l'un des derniers actes du Conseil d'État soviétique, l'indépendance des 3 pays baltes a été reconnue. Mais notre politique à cette époque, une fois la guerre froide terminée, et elle l'était au plus tard en 1989, était de ne pas vouloir que le reste de l'Union soviétique se désagrège. Nous avons essayé de soutenir Gorbatchev du mieux possible, mais les événements internes que je décris en détail ont suivi leur propre cours. Cela a rendu cela impossible, en particulier la tentative de coup d'État contre Gorbatchev en août, organisée par le chef du KGB et impliquant de nombreux hauts responsables du gouvernement soviétique. Elle s'est effondrée en 3 jours et en réalité a mis fin à l'influence politique de Gorbatchev. Eltsine, qui avait été élu président de la Fédération de Russie, a alors agi avec la coopération des dirigeants de la Biélorussie et de l'Ukraine, en somme, pour conspirer contre l'Union soviétique et la faire tomber.
Ainsi, nous nous retrouvons face à l'ironie que ce fut en fait le président élu de la Russie qui fit chuter l'Union soviétique. Ce que nous, et franchement la plupart de nos alliés occidentaux, ne voulions pas voir se produire. Eh bien, beaucoup de gens, lorsqu'ils examinent l'effondrement de l'Union soviétique, se concentrent sur les luttes politiques internes que vous décrivez, ou sur la stagnation économique, le retard technologique et la corruption. Mais quel rôle attribuez-vous à la perte ou au déclin de la légitimité idéologique, lorsque le marxisme ou le communisme lui-même, je suppose, a perdu son attrait? Considérez-vous cela comme un facteur clé? Oui, eh bien, c'est Gorbatchev qui a finalement abandonné l'ancienne idéologie, soi-disant fondée sur la lutte des classes internationales. Le fait est que nous avons mis fin à la guerre froide par la négociation et non en vainquant l'Union soviétique. Cela a été rendu possible parce que Gorbatchev a changé l'ancienne idéologie, celle de la lutte des classes internationales et de la doctrine marxiste-léniniste, qui avait été intrinsèquement hostile au gouvernement et aux intérêts occidentaux. Donc, la guerre froide portait vraiment sur cela. Lorsqu'il l'a changé, et qu'au lieu de parler de lutte des classes internationales et de la nécessité de soutenir la révolution dans les pays non communistes, au lieu de cela, il a commencé à parler de notre maison européenne commune et de la nécessité de la paix, de la coopération et de l'élimination des barrières en Europe. Des barrières qui avaient été initialement créées par l'Union soviétique. Ainsi, la politique de Gorbatchev a fondamentalement changé. En même temps, je pense qu'il estimait qu'ils avaient créé ce qu'ils appelaient un nouvel homme soviétique. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens se sentent russes, géorgiens, ukrainiens, ouzbeks ou autres, ils étaient désormais de nouveaux citoyens soviétiques. Et qu'il était possible d'avoir un pays uni fondé sur une nouvelle identité soviétique. Eh bien, vous savez, je pense que beaucoup d'entre nous pouvaient voir que, oui, il y avait des similitudes, mais avec les difficultés économiques et autres qui s'accumulaient, les nationalités, y compris les Russes eux-mêmes, étaient En 1990, de nombreux responsables russes me disaient que l'Union soviétique devrait être remplacée par quelque chose de semblable à l'Union européenne. Et cela avant Maastricht et la proximité que nous connaissons aujourd'hui. Il est devenu de plus en plus évident que si la Russie ne voulait pas conserver l'Union soviétique, la plupart des autres non-russes voteraient également contre. Et c'est en effet ce qui s'est produit lors des différents scrutins de 1991. Mais je tiens à souligner qu'une fois la guerre froide terminée, les États-Unis ne souhaitaient pas voir les 12 autres républiques se désintégrer. En fait, lorsque le président Bush s'est rendu à Moscou pour la première fois, puis en septembre 1991, a pris la parole devant le Parlement ukrainien, il a soutenu la proposition de Gorbatchev pour une union volontaire et a déclaré « Malnationalisme suicidaire ». À l'époque, il pensait à la Géorgie, qui s'éloignait déjà et utilisait la violence contre certaines zones minoritaires. Alors les gens demandent parfois, pourquoi ne vouliez-vous pas que l'Union soviétique se désintègre? Tout d'abord, nous estimions qu'une telle désintégration rendrait beaucoup plus probable la fuite d'armes nucléaires. Beaucoup de ces armes et des installations permettant de les fabriquer étaient soumises à des contrôles qui s'affaiblissaient. Et l'on craignait qu'une dispersion incontrôlée d'armes nucléaires ne se produise si l'Union soviétique se fragmentait. C'était une première préoccupation. La seconde était que nous pensions sincèrement que ces régions s'en sortiraient mieux, que la plupart des parties de l'Union soviétique, à l'exception des 3 pays baltes,
prospéreraient davantage dans une union respectant leur autonomie culturelle, tout en conservant une monnaie et une économie unifiées. Nous avons reconnu que l'économie était en difficulté, mais Gorbatchev, en réalité, sapait la capacité du Parti communiste à tout diriger comme il l'avait toujours fait. Il essayait sincèrement de rendre le pays plus démocratique. Cependant, bon nombre des institutions nécessaires, telles qu'un pouvoir judiciaire indépendant et des organes pleinement représentatifs, n'avaient pas encore été créés. Ainsi, bien que je pense qu'il souhaitait aller dans la bonne direction, il a constaté que le pays se désintégrait de plus en plus. Je pense que cela a certainement été aggravé par le déclin économique, en particulier dans la production de biens de consommation. Parallèlement, le nationalisme a émergé parmi les différents peuples, aussi bien non russes que russes. Je pense que c'est ce à quoi Gorbatchev était resté relativement aveugle. J'ajouterais aussi qu'il avait été trompé par ses propres services de renseignement, qui avaient tendance à rapporter que ces mouvements nationalistes n'étaient que des fauteurs de troubles et ne représentaient pas vraiment beaucoup de gens. En 1990 et 1991, nous, à l'ambassade américaine, avions établi suffisamment de contacts et parlé à assez de personnes pour comprendre ce qui se passait. D'un autre côté, nous avons essayé de conseiller aux autres de coopérer avec Gorbatchev, c'est-à-dire que nous avons recommandé à tout le monde, sauf aux 3 pays baltes, de soutenir sa démarche vers une union volontaire, car nous pensions que cela serait mieux, non seulement pour eux, mais aussi pour nous tous. Eh bien, la version officielle aujourd'hui, du moins en Occident, concernant l'effondrement de l'Union soviétique, est qu'elle a été vaincue, et que nous avons donc obtenu la paix par la victoire. Je veux dire, dans quelle mesure pensez-vous que ce récit s'est éloigné de la réalité? Quelles en sont, selon vous, les conséquences? De plusieurs façons. Tout d'abord, la guerre froide était terminée 2 ou 3 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique, et elle s'est achevée par la négociation, non par la défaite de l'Union soviétique. Gorbatchev avait donné son accord, comme je l'ai dit. Une fois que Gorbatchev, en décembre 1988, je crois que c'était en 1989, a prononcé un discours à l'ONU et a déclaré, en substance, qu'il renonçait aux fondements antérieurs de la politique soviétique fondée sur la lutte des classes marxistes et qu'il parlait d'une maison européenne commune et de la nécessité de l'unité européenne, il abandonnait ainsi le fondement même de la guerre froide. L'Union soviétique n'a pas été vaincue. Elle dépensait trop pour l'armement et possédait une économie qui ne produisait pas réellement ce dont le peuple avait le plus besoin, l'économie dirigée. Je dirais qu'ils appelaient cela le socialisme et qu'ils appelaient le parti au pouvoir le parti communiste. Mais en réalité, ce qu'ils avaient, c'était un capitalisme monopolistique d'État, puisque l'État, contrôlé par le parti communiste, contrôlait tout le capital générateur de profit, la terre et tout le reste. Il était d'ailleurs illégal, par exemple, de vendre quelque chose plus cher que ce qu'on l'avait payé. Une grande partie du commerce qui s'est développé officieusement était donc techniquement illégale. Gorbatchev essayait de s'éloigner de ce système, mais c'était une tâche très difficile. Vous savez, à plusieurs reprises, en 1990 et 1991, il nous disait en privé « C'est un pays qui a toujours été dirigé de haut en bas », en parlant de la Russie et de l'Union soviétique. Mais nous regardons le monde extérieur et voyons que les pays les plus prospères sont ceux gouvernés de bas en haut. Par conséquent, ma tâche consiste à inverser l'histoire de la Russie.
Mais ensuite, il ajoutait, « Je ne peux pas faire cela du jour au lendemain, car notre peuple n'a aucune expérience de l'autogouvernance. » Et je pense que ses intentions étaient bonnes. Il a commis des erreurs politiques, souvent, pourrait-on dire, en nommant les mauvaises personnes, en particulier dans ses forces de sécurité, celles qui se sont retournées contre lui. Mais en réalité, il essayait sincèrement de les orienter vers un système plus démocratique. Le problème, c'est que pour y parvenir, il fallait vraiment démolir l'ancien système. Et lorsque l'on démolit l'ancien système sans avoir les instruments pour en construire un nouveau, cela rend la tâche pratiquement impossible. Mais pour y revenir, je pense que tant le président Reagan que le président Bush père ont fini par comprendre que la guerre froide était terminée. Et si elle ne l'avait pas été, nous n'aurions pas pu négocier les conditions de la réunification allemande. Lorsque Gorbatchev a permis aux Européens de l'Est de devenir démocratiques et a accepté la réunification de l'Allemagne selon les conditions fixées par l'Allemagne de l'Ouest, cela a montré que c'était fini. Donc, des événements se produisaient qui nous faisaient penser qu'il était très important de créer la paix et d'accepter que sa philosophie d'une maison européenne commune ressemblait à la nôtre. Après tout, George Bush avait parlé d'une Europe entière et libre, et c'est bien ce que nous avions en 1991. Mais qu'est-il advenu de cela pourtant? Car c'était l'une des motivations essentielles de Gorbatchev, cette idée d'une maison européenne commune fondée sur une sécurité indivisible, sans ligne de division. Mais ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. C'est très divisé. Nous sommes revenus à une politique de bloc. Nos principales discussions sur la sécurité en Europe portent sur qui devrait être à l'intérieur de l'OTAN et qui devrait en être à l'extérieur. Qu'est-il arrivé à cette maison européenne commune? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est un certain nombre de choses. Mais fondamentalement, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont décidé de commencer à élargir l'OTAN. Or, l'OTAN avait été conçue comme une alliance défensive, une alliance qui entrerait en vigueur si les Soviétiques tentaient d'avancer plus à l'Est à partir des pays qu'ils contrôlaient en Europe de l'Est. Lorsque l'Union soviétique a permis à ces pays d'Europe de l'Est de devenir démocratiques, il n'y avait plus de menaces ni de possibilités. Mais au lieu de simplement maintenir l'OTAN pour préserver deux de ces trois objectifs initiaux, vous savez, ceux que le premier secrétaire général de l'OTAN avait définis comme tenir les Russes à l'écart, maintenir les Allemands sous contrôle et garder les Américains impliqués. En d'autres termes, cela constituait une base pour l'implication des États-Unis dans la sécurité de l'Europe et une garantie que l'Allemagne ne s'engagerait plus, comme elle l'avait fait à 2 reprises, dans une guerre contre d'autres nations européennes. Cependant, je pense qu'il a été clairement indiqué par Gorbatchev puis par Eltsine, en tant que président de la Russie, qu'une expansion supplémentaire était tout simplement inacceptable. Le fait est que, lorsque l'OTAN a commencé à s'étendre davantage, tout d'abord je dirais que lorsqu'il s'agissait de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Pologne, la Russie l'a accepté. Et même les 3 États baltes, lorsqu'ils sont devenus membres, à ce moment-là, Poutine était président. Je lui ai demandé, lorsqu'il était à New York pour un discours, directement et publiquement, ce qu'il pensait de l'adhésion des 3 pays baltes à l'OTAN. Il a répondu qu'il trouvait cela inutile, mais qu'il ne s'y opposerait pas. Mais il a ajouté, à condition qu'il n'y ait pas de base occidentale là-bas. Mais l'OTAN a continué de s'étendre et est ensuite devenue une alliance offensive. Lorsqu'il y a eu une tentative de la Serbie de conserver le Kosovo, qui cherchait à faire sécession après avoir été une république autonome au sein de la Serbie, Milosevic, le dirigeant serbe, avait, je dirais, aboli ce statut d'autonomie.
Les Kosovars albanais ont alors commencé à recourir au terrorisme contre les Serbes. Malheureusement, les États-Unis, à cette époque, Madeleine Albright était notre secrétaire d'État, ont essentiellement adopté la cause du Kosovo et ont fini par entraîner l'OTAN, avec la coopération de nos alliés de l'OTAN, dans une quasi-guerre contre la Serbie. À partir de ce moment-là, l'OTAN a été utilisée comme une alliance offensive et non défensive. Et ensuite, lorsque les États-Unis, avec le soutien de la Grande-Bretagne et de plusieurs autres alliés de l'OTAN, mais sans le soutien de l'Allemagne ni de la France, ont attaqué l'Irak, l'ont occupé et ont assassiné son dirigeant, ou permis son assassinat, il s'agissait très clairement d'un usage offensif de l'OTAN. Ainsi aujourd'hui, lorsque nous entendons dire que la Russie n'a aucune raison de craindre l'expansion de l'OTAN, que c'est une alliance défensive, cela ignore tout simplement le comportement de l'OTAN et le fait que, inévitablement, tout gouvernement russe aurait considéré ces actions comme offensives et menaçantes. Le fait que nous ne le comprenions pas aujourd'hui est pour moi très difficile à admettre. Oui, il y a beaucoup d'autres facteurs qui posent problème dans notre politique étrangère actuelle. Mais l'idée que l'on puisse étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie dans de nombreux cas, et ensuite, eh bien c'est quelque chose que les gens oublient. Ce n'était pas tant l'adhésion à l'OTAN ou les soi-disant garanties de l'article 5 qui inquiétaient la Russie. C'était la présence de bases occidentales dans ces pays. À la fin des années 1990, la Russie a tenté, lors de négociations avec l'OTAN, d'obtenir un engagement selon lequel il n'y aurait pas de base là-bas. Elle n'a pas obtenu un engagement total, seulement la promesse qu'il n'y avait pas de projet en ce sens à ce moment-là. Par la suite, nous avons effectivement commencé à y installer des bases, y compris des projets de déploiement de bases de missiles antibalistiques en Roumanie et en Pologne. Cela a été particulièrement sensible pour la Russie, car ces missiles antibalistiques avaient été conçus à l'origine pour être utilisés soit de manière offensive, soit défensive, et auraient pu être équipés d'armes nucléaires. Il ne fait aucun doute que cela serait considéré comme une menace pour la Russie. Mais lorsque le président Poutine s'en est plaint, ainsi que d'autres choses, je crois que c'était en 2007, lors de la conférence sur la sécurité de Munich, cela a simplement été écarté. Et le fait est que ce n'était pas seulement l'expansion de l'OTAN en elle-même, mais aussi le déploiement de bases occidentales. Or, il n'y avait aucune véritable justification pour les missiles antibalistiques en Europe de l'Est, car la raison officielle, Gavin, était qu'ils étaient censés se défendre contre l'Iran. Eh bien, à cette époque, l'Iran n'avait même pas de missiles et n'avait aucune raison d'en utiliser en Europe occidentale. Donc, cela n'avait aucun sens. Et je pense que Poutine a essayé de le rendre aussi clair que possible, à la fois en privé et en public, en indiquant qu'il considérerait cela comme une manœuvre offensive. Ainsi, la base de nos problèmes actuels et de toute la guerre en Ukraine résulte, selon moi, d'une politique d'expansion erronée. Je pourrais également mentionner que lorsque la question a été examinée au Sénat des États-Unis, non seulement moi, mais presque tous les hauts responsables américains ayant négocié la fin de la guerre froide ont déconseillé de lancer l'expansion de l'OTAN. Il n'y avait aucune raison de le faire, et malheureusement, cet avis n'a pas été suivi. Considérez-vous que cette combinaison, l'élargissement de l'OTAN, qui ravive en quelque sorte la logique de la guerre froide, l'OTAN devenant une alliance offensive, et le déplacement des bases militaires et des systèmes d'armes plus près des frontières russes, constitue le principal déclencheur de la guerre en Ukraine? Oui,
mais surtout lorsque cela s'est combiné avec les efforts à la fois ouverts et secrets des États-Unis et de l'Union européenne pour subvertir le gouvernement ukrainien à Kiev et tenter d'éloigner l'Ukraine de la Russie. Et cela s'est produit lorsqu'un coup d'État a eu lieu contre le gouvernement ukrainien en 2014, coup d'État qui a presque certainement été encouragé non seulement secrètement, mais aussi publiquement par des représentants des États-Unis et de l'Union européenne. Cela combiné à l'expansion de l'OTAN et au déploiement d'armes potentiellement offensives le long de la frontière russe. Cette combinaison, je pense, est ce qui a provoqué la situation. Et en fait, je pense que le président Poutine avait averti à plusieurs reprises. Il faut reconnaître que toute la situation en Ukraine était peut-être unique, dans le sens où ses frontières, il n'y avait pas vraiment de frontières claires, historiquement établies. Le mot Ukraine signifie « à la frontière » dans toutes les langues slaves, et il n'indique pas de quel côté de la frontière, simplement « à la frontière ». Ces frontières ont été définies différemment au fil du temps. Ces frontières, à l'exception de la Crimée, que l'Ukraine possédait lors de son indépendance, ont en réalité été créées par Adolf Hitler et Joseph Staline, à travers un accord qu'ils avaient conclu. Ainsi, l'Occident soutient en fait un combat contre la Russie pour préserver l'héritage d'Hitler et de Staline. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. En ce qui concerne la Crimée, elle a été transférée administrativement, sans effet pratique, de la Russie à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev, à une époque où toute l'Ukraine était gouvernée depuis Moscou par le gouvernement communiste. Et il ne fait aucun doute que la majorité des habitants de Crimée, si on leur en donnait le choix, préféraient être en Russie plutôt qu'en Ukraine. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ces différents votes, sauf pour dire que lorsque le président Poutine a organisé le référendum en Crimée en 2014, cela s'est fait sans opposition, sans une seule victime, et le vote a donné plus de 90% en faveur du rattachement à la Russie. Bon, d'accord, c'était peut-être un peu exagéré, mais je pense qu'il n'y a absolument aucune raison de douter qu'au moins les 2/3 des habitants de Crimée préféraient la Russie à l'Ukraine, et que la grande majorité de sa population était d'origine russe. Et les Russes disaient à l'époque, quand les gens ne comprenaient pas cela, « Pourquoi est-ce que tout le monde, sauf les Russes, a le droit à l'autodétermination ?» Mais ces critiques ne semblaient jamais le comprendre. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les gens disent « Oh, l'Ukraine doit l'emporter, sinon Poutine attaquera l'Europe occidentale. » C'est un non-sens absolu, il n'y a pas la moindre preuve de cela. Et même s'il y avait des preuves que telle était son intention, il n'en a pas la capacité. Si cela n'est pas clair, je ne sais pas ce qui pourrait l'être. Et pourtant, on entend ces arguments qui n'ont absolument aucun sens. Les politiques soviétiques de la fin de l'ère ont été soigneusement élaborées par Gorbatchev pour tenter de créer une Europe unie et libre. Et vous savez, nous l'avons eu, brièvement. Nous l'avons eu au début des années 1990. Et ce n'est pas la Russie qui a rompu cet équilibre. Mais nous devons comprendre qu'aucune puissance ne veut être menacée par une puissance hostile disposant de forces militaires près de sa frontière. Et ça est certainement vrai pour les États-Unis, et ça l'a toujours été. Et le fait est que nous n'aurions certainement pas toléré que même certains de nos alliés conspirent avec les Mexicains pour changer notre gouvernement. Alors pourquoi nous n'avons pas compris que tenter d'encourager l'Ukraine à devenir une ennemie de la Russie ne fonctionnerait pas? Je l'ignore. Mais vous savez, il y a de nombreux facteurs ici que les gens ont tendance à ignorer. L'un d'eux est que l'Ukraine, après son indépendance, a systématiquement renoncé à un certain nombre de garanties qu'elle possédait. Au départ, le russe et l'ukrainien étaient des langues officielles,
tout comme certaines langues des minorités en Ukraine. Cela a été supprimé. Lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, 44% de sa population parlait russe, mais la plupart de ces personnes se considéraient également comme ukrainiennes, en raison de l'endroit où elles vivaient. Mais soudainement, ces Ukrainiens de l'Ouest, qui n'avaient jamais fait partie de l'Ukraine durant l'Empire russe, ils avaient été, jusqu'à la Première Guerre mondiale, membres de l'Empire austro-hongrois, puis, contre leur gré, intégrés à la Pologne avant que Hitler et Staline ne concluent leur accord. Eh bien, le fait est que les affaires intérieures de l'Ukraine ont commencé à retourner tout le pays contre la Russie. Interdiction de la langue russe, interdiction des publications, et ainsi de suite. Et cela, je pense, est ce que le président Poutine a trouvé totalement inacceptable. Je dirais aussi que la rébellion dans le Donbass était une véritable rébellion des populations russophones de cette région. Oui, elles ont reçu une certaine aide de personnes venues de l'autre côté de la frontière, mais ce n'était pas, pourrait-on dire, le début de l'agression russe contre l'Ukraine. C'était vraiment une affaire interne. Donc je pense que toute la manière dont cela a été présenté, oui, la guerre contre l'Ukraine était une guerre d'agression, mais c'était une agression pour laquelle les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN avaient donné à la Russie un précédent, car nous avions également déclenché des guerres qui étaient par définition agressives. Et l'idée que, apparemment, l'OTAN puisse commettre n'importe quelle agression qu'elle souhaite, disons, contre la Libye ou l'Irak. Et pourtant, si la Russie commet une agression qu'elle estime justifiée, une cause que les États-Unis n'avaient manifestement pas lorsqu'ils ont attaqué l'Irak ou la Libye, cela semble alors totalement inique. Et toute l'idée selon laquelle on pourrait saisir les avoirs russes détenus à l'étranger, eh bien cela revient, pourrait-on dire, à aller à l'encontre de tout le système capitaliste que nous avons encouragé Gorbatchev et l'Union soviétique à adopter. Donc en effet, d'accord, ils ont adopté un système capitaliste. Ils l'ont fait rapidement et de manière un peu désordonnée, pourrait-on dire. Mais c'est bien un système capitaliste. Et que faisons-nous? Lorsqu'ils font quelque chose qui ne nous plaît pas, même si c'est le même genre de choses que nous faisons nous-mêmes, nous parlons de confisquer leurs avoirs. Je veux dire, il faut comprendre que ces questions ne sont pas noires ou blanches, et qu'elles finiront par être extrêmement dangereuses pour l'Occident si nous les poursuivons. Peut-être commençons-nous à nous en détourner maintenant, mais c'est une autre question. Désolé, permettez-moi de poser une dernière question brève. Nous voyons maintenant que les États-Unis semblent se retirer un peu de cette guerre par procuration en Ukraine, tandis que l'Allemagne semble désormais aspirer à devenir la plus grande puissance militaire d'Europe et souhaite également affronter la Russie. Comment interprétez-vous l'évolution de l'Allemagne? Je ne pense pas que cela ait le moindre sens. De toute évidence, l'Allemagne, surtout en Europe de l'Ouest, a besoin du commerce avec la Russie, et en particulier de l'énergie russe, si elle veut rester compétitive. Et je pense qu'ils ne se tirent pas seulement une balle dans le pied, ils se tirent dans des parties bien plus précieuses de leur anatomie avec leur politique actuelle. Je ne comprends vraiment pas. Oui, nous sommes deux. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions à ce sujet. J'apprécie vraiment. Oui, merci pour l'opportunité.